Bonsoir tout le monde. Je me présente d'abord Dominique Etu. Je suis étudiante en deuxième année au doctorat en littérature comparée. Donc, bienvenue à cette dernière rencontre du cycle Instance radicale, action et sujet. Une dernière de 3 rencontres. Merci beaucoup d'être ici. Donc, ce soir, nous recevons Julien Bernard Chabot, étudiant à la maîtrise en études littéraires. C'est ça. À l'Université Laval. Il a fait tout le chemin de Québec, juste pour nous. Merci beaucoup. Donc, il va nous faire sa présentation sur les voies narratives tyranniques chez Régent Ducharme. Et ensuite, nous aurons une période de questions et de discussions. La parole est à vous. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci d'être venu en nombre. Donc, dans le cadre de ce cycle de rencontres qui a pour thème fédérateur le radical ou les instances radicales, j'aimerais qu'on se penche ce soir sur l'une des façons dont cette notion de radical peut s'incarner dans un genre de discours particulier qui est le roman. Ça implique évidemment que je vous propose une façon d'aborder le roman, une certaine vision ou compréhension du genre, partielle évidemment et partiale, sans doute, vous en jugerez, qui va orienter l'idée qu'on pourrait bien se faire d'un radical qui épouse les formes du roman. Le premier moment de notre discussion va donc avoir pour but de délimiter ou de clarifier l'angle d'approche choisi, que j'emprunte en très grande partie à Mikhaïl Bakhtin, un penseur soviétique qui s'est illustré dans les domaines des études littéraires et de la linguistique. Je vais aussi faire référence, à ce moment-là de la discussion, à des idées développées par André Bello, un intellectuel et essayiste québécois qui a beaucoup été influencé par Bakhtin et qui a essayé de prolonger certaines de ses idées, notamment dans le domaine de la narratologie. On pourra ensuite passer du volet théorique au volet pratique, en s'intéressant à la forme romanesque particulière, et disons-le tout de suite, à mon avis, radicale, que revêtent les 3 premières œuvres de Régent Ducharme, un auteur québécois que vous connaissez peut-être. Il s'agit de ces œuvres qu'on appelle souvent les romans de l'enfance et qui sont au nombre de 3. La Vallée des Avalées, publié en 66, Le Niquivoque, publié en 67, et L'Océantume, publié en 68. Ces 3 œuvres forment une sorte d'ensemble qui se distingue des romans ultérieurs de Ducharme sous quelques aspects. Celui qui est sans doute le plus apparent concerne la présence de personnages narrateurs enfants, par les yeux desquels on est amené à voir le monde romanesque. Par contre, ce soir, c'est surtout sur une autre caractéristique des romans d'enfance que j'aimerais attirer votre attention, et qui concerne plus particulièrement l'hégémonie ou la tyrannie avec laquelle les narrateurs exercent leur fonction de narrateur. C'est ce que je propose d'appeler la poétique narrative de l'emprise. On verra par quel procédé les protagonistes profitent de leur position de narrateur, qui leur accorde une très grande fenêtre d'expression dans le roman, pour tenter de diriger leurs paroles en discours unique et absolu. Il s'agit à mon avis d'un détournement assez radical de la forme romanesque et assez original aussi, je crois. Un détournement qui se fait au profit d'une seule axiologie, celle du narrateur, qui profite de son statut énonciatif particulier pour reléguer les paroles d'autrui à la périphérie, soit en les critiquant directement, soit en les déformant, par exemple au moyen de l'ironie, qui est un procédé très employé dans les romans, soit en les évacuant jusqu'à un certain degré du roman. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il me reste une petite mise en garde à faire, je dirais. C'est que le sujet du radical va m'amener à insister sur le despotisme des narrateurs et à mettre de côté un autre aspect essentiel des romans d'enfance de Ducharme, qui est la dégradation progressive de cette poétique narrative de l'emprise. C'est-à-dire que les discours non narratifs, évidemment, ne sont pas passifs ou amorphes. Ils opposent une certaine résistance aux tentatives de conquête ou d'exclusion des narrateurs. Au fur et à mesure que les héros grandissent et quittent l'enfance, ils deviennent exposés à un nombre croissant d'idéologies, à un nombre croissant de discours qui viennent empiéter sur leur territoire et miner leur autorité. Les romans d'enfance mettent en scène, un peu comme les romans de formation, le choc avec la réalité, la soumission à un ordre social plus fort que soi, qui marque la fin des libertés de l'enfance et l'entrée dans le monde des adultes, ou de l'adulterie, entre guillemets, comme le dit péjorativement Bérénice, qui est l'héroïne de La Vallée des Avalées. Donc, je vous invite, malgré ce sur quoi je vais insister dans les prochaines minutes, à toujours garder en tête l'échec de ce radical que les narrateurs cherchent à mettre en œuvre, un échec sur lequel se termine, à mon avis, chacun des romans d'enfance de Ducharme.
Allons-y maintenant avec quelques généralités sur le roman, parce que si on veut savoir comment le radical peut s'inscrire dans un genre discursif spécifique, on doit d'abord se demander en quoi consiste le genre en question et quel type de transformation appliquée au modèle, disons, standard, peut entraîner sa radicalisation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous propose d'adopter le temps de notre discussion les principales idées de Bakhtin au sujet de la nature du roman. Pour lui, le roman se caractérise surtout par le fait qu'il présente une multitude de discours en interaction. Bakhtin écrivait, et c'est votre citation numéro 1 dans les Templiers, « Le roman pris comme un tout, c'est un phénomène pluristylistique, plurilingual, plurivocal. Chacun des discours introduits dans le roman s'exprime dans son propre style, dans son propre langage, soit, en dernière analyse, selon sa propre idéologie. C'est par la cohabitation des différentes perspectives idéologiques véhiculées par les discours que se construit le monde du roman. La contiguïté des discours et leur mise en perspective mutuelle dessinent, à l'intérieur de l'œuvre, une sorte de société discursive qui serait le lieu où se croisent les prises de parole et les perspectives idéologiques. Il résulte de tout ça une représentation hétérogène, celle d'une socialité, pour emprunter une expression à Claude Duchet, une socialité qui se compose de positions différenciées et contrastées. Les voix individuelles des personnages, des narrateurs, mais aussi, par exemple, les discours attribués ou attribuables à des groupes sociaux qui développent chacun leur propre langage et leur propre idéologie. Par exemple, les discours bourgeois et ouvriers, les discours religieux et laïques, les discours de la jeunesse et de la vieillesse, ou des enfants et des adultes, comme c'est le cas dans les romans de Ducharme, des souverainistes et des fédéralistes, le discours médical, le discours juridique, militaire, environnementaliste, etc., etc., qui sont tous des discours qu'on peut reconnaître et classifier grâce à ce qu'on pourrait appeler notre sensibilité idéologique. Le roman, écrivait Bakhtin, c'est votre deuxième citation dans l'exemplier, le roman, c'est la diversité sociale des langages, parfois de langues et de voix individuelles, diversité littérairement organisée. Ces postulats indispensables exigent que la langue nationale se stratifie en dialectes sociaux, en maniérisme d'un groupe, en jargon professionnel, langage des genres, parler des générations, des âges, des écoles, des autorités, cercles et modes passagères, en langage des journées, voire des heures, sociales, politiques. Chaque journée possède sa devise, son vocabulaire, ses accents. Chaque langage doit se stratifier intérieurement à tout moment de son existence historique. Et je continue avec la citation suivante. Comme résultat du travail de toutes ces forces stratificatrices, le langage ne conserve plus de formes et de mots neutres, n'appartenant à personne. Il est éparpillé, sous-tendu d'intention, accentué de bout en bout. Donc, pour Bakhtin, la stratification du langage, en de nombreux discours et de nombreuses idéologies, est une caractéristique du langage lui-même, qui n'est pas intrinsèque au roman. Par contre, ce qu'il remarque, c'est que chaque genre du discours va intégrer ou refléter, selon ses propres modalités, et donc à différents degrés, la stratification du langage. Le roman, lui, serait un genre très bien outillé pour représenter une multitude de discours en interaction. Donc, on trouve dans le roman des discours narratifs, des discours de personnages, des discours sociaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Par exemple, le discours social dans La Vallée des Avalées, le discours juif, le discours catholique, qui sont des discours très présents, le discours militaire aussi, présent dans la dernière partie, alors que l'héroïne est en Israël. On trouve aussi, outre ces trois types de discours, des discours qu'on pourrait qualifier de discours d'auteur. Par exemple, dans les romans de Région du Charme, on croise des citations de Nelligan, de Rimbaud, de Saint-Denis Garneau. Le roman a aussi la capacité d'intégrer facilement différents genres discursifs. Et si je continue à puiser mes exemples, chez Ducharme, on pourrait mentionner la lettre de correspondance, le journal d'écriture, le poème, deux genres qui sont très présents dans le Néquivoque, la légende, le mythe, le slogan publicitaire, le discours politique, l'article de journal, le bulletin de nouvelles radiophoniques, la règle de grammaire, etc. Donc, pour désigner l'hétérogénéité du langage dans son ensemble, Bakhtin emploie souvent le terme russe raznariechi, qui est constitué de trois éléments que je peux peut-être aller écrire au tableau.
J'ai pas lu Bakhtin dans l'original russe, mais disons que j'ai un niveau intermédiaire en russe qui me permet de décortiquer la composition de certains néologismes. Donc, je vais vous le translittérer en français. Razna. Riech. Donc, c'est un mot complet, mais j'ai mis des barres obliques. À moitié? Ah, oui, pardon, ici j'ai écrit en russe. Excusez-moi. J'ai translittéré au tiers. C'est l'inertie propre à la lecture russe qui m'a emporté. Razna. Riech. Merci de la remarque. C'est pertinent. Donc, c'est le mot que Bakhtin utilise pour désigner l'hétérogénéité du langage dans son ensemble. Donc, constitué de 3 éléments. D'abord, razno, qui est apparenté à l'adjectif russe razni, qui signifie différent. Ensuite, riech, qui est apparenté au mot russe riech, qui se prononce de la même façon, mais qui s'écrit différemment, qui signifie discours, ici au sens de langage réalisé ou énoncé. Donc, par exemple, dans l'opposition introduite par Saussure en linguistique entre langue et parole, que vous connaissez peut-être, en russe, langue, on le traduit yazik, et parole riech. Donc, c'est vraiment la dimension, disons, énonciative du langage qui est désignée par ce terme-ci. Et ensuite, la désinence ié, qui est une désinence en russe servant à former des substantifs de genre neutre. Donc, si on traduit très littéralement le terme, ça donnerait quelque chose comme la différente discourité. Excusez-moi pour les mouvements de caméra, je sais que c'est pas très pratique. La différente discourité, ce qui n'est pas très élégant, mais de façon plus élégante, en fait, Tsvetan Todorov, dans l'ouvrage qu'il a consacré à Mikhail Bakhtin, propose une traduction qui, à mon avis, est assez fidèle, même très fidèle à l'original russe, et qui est hétérologie. Du mot grec hétéros au sens de différent, et de logos au sens de langue, parole, capacité à communiquer. Par contre, dans les traductions françaises de Bakhtin, qui n'ont pas été traduites par Tsvetan Todorov, on ne trouve pas le terme hétérologie, mais à ma connaissance, je n'ai pas fait d'études comparées très poussées, mais à ma connaissance, c'est plutôt le terme plurilinguisme qui est employé, qui est une traduction, je crois, moins rigoureuse, mais qui rend quand même assez bien l'idée d'une certaine stratification du langage, par l'idée de plurilinguisme. Bon, vous comprenez. Alors donc, au cours des prochaines minutes, pour désigner l'hétérogénéité à la fois discursive et idéologique du langage, je vais employer aussi souvent que possible hétérologie, ou l'adjectif correspondant hétérologique, et secondairement plurilinguisme, si jamais je me trouve à court de synonymes. Parce que bon, il faut toujours se ménager une porte de sortie. Donc, je vais prendre une pause. Dans le roman, les discours n'évoluent pas en vase clos, mais interagissent les uns avec les autres. Et c'est précisément l'interaction discursive ou les rapports dialogiques entre les discours qui constituent pour Bakhtin l'objet principal de l'analyse romanesque. Bakhtin écrivait, c'est votre citation numéro 3, « L'originalité stylistique du genre romanesque réside dans l'assemblage de ces unités dépendantes, mais relativement autonomes, parfois même plurilingues, dans l'unité suprême du tout. Le style du roman, c'est un assemblage de styles. Le langage du roman, c'est un système de langues. » C'est précisément sur le plan de l'interaction discursive qu'intervient la narration. J'emprunte cette idée-là indirectement à Bakhtin et plus directement à André Bello, qui, dans un court article peu connu, mais d'après moi extrêmement intéressant, a essayé d'étendre au domaine de la narratologie certaines des idées de Bakhtin. L'article s'intitule, il est en bibliographie d'ailleurs, il s'intitule « Du dialogisme bakhtinien à la narratologie » et a été publié de façon posthume dans un numéro d'études françaises en hommage à Bello. D'ailleurs, à ma connaissance, il a d'abord été écrit en anglais, parce qu'il a été présenté à un colloque international sur Bakhtin en Italie, et ensuite des amis de Bello ont déterré le texte, l'ont traduit et l'ont publié dans l'étude littéraire. Donc voilà, pour la petite histoire du texte. L'une des particularités du genre romanesque, qui le distingue de certains autres genres littéraires,
tient à la présence de la narration, qui jouit d'une position singulière par rapport aux autres discours, la narration considérée comme discours. En effet, c'est la voix narrative qui accueille l'ensemble des paroles prononcées au sein du roman, soit à l'intérieur de son propre cadre énonciatif, soit dans des énoncés distincts mais subordonnés. Pour reprendre une expression de Bakhtin, la narration est un langage qui englobe tout et dialogue avec chaque langage. Il en résulte ce qu'on pourrait appeler une asymétrie dans l'énonciation, qui accorde à la voix narrative une fonction privilégiée, celle d'encadrer les différentes paroles qui viennent s'inscrire dans le roman. Donc la narration cède pour un instant la place à d'autres locuteurs pour qu'ils puissent s'exprimer directement dans leurs propres mots, ou alors elle rapporte d'elle-même les paroles étrangères, par exemple en discours indirect. Elle contextualise les prises de parole dans le temps et dans l'espace. Elle nous renseigne sur la mimique des locuteurs, leur gestuelle, leur intonation. La narration aussi commente les différentes paroles rapportées sur différents modes, par exemple sur le mode de la critique, sur le mode de la nuance, de la louange, du résumé, etc. Donc on pourrait, en résumé, rassembler toutes ces fonctions narratives-là autour d'une seule et qui serait comme une définition très large de la narration, selon l'approche qui est la nôtre, soit l'analyse discursive du roman. Alors voici la définition très large. La narration, c'est un discours sur d'autres discours, et par ricochet, sur leur environnement contextuel, qui inclut l'espace et le temps de l'énonciation, l'intonation, la gestuelle du locuteur et autres facteurs contextuels ou énonciatifs. À partir de ce que je viens de dire, on peut déjà dégager, peut-être, je pense en tout cas, l'ébauche d'une narratologie d'un nouveau genre qui se situe pleinement dans l'esprit d'André Bello. Bello écrivait, c'est votre citation numéro 4. Je voudrais soutenir que l'on peut tirer de son étude, c'est-à-dire celle de Bakhtin, donc que l'on peut tirer de son étude de la dimension dialogique du roman une théorie de la distribution et de la régulation narrative des langages. Et tel est bien l'objet de la narratologie. Les discours font l'objet d'un contrôle dans le roman, mais pas de la même façon que dans la société. À partir de cette idée de base-là, Bello proposait de mettre sur pied une typologie des différentes attitudes narratives à l'égard des discours d'autrui, ou, autrement dit, une typologie des différentes formes romanesques engendrées par différents types de régulation narrative des discours. Il écrivait encore, c'est la citation numéro 5, « Nous ne devrions pas hésiter à conférer à l'instance de la narration des marques repérables qui soient à la fois résolument formelles et axiologiques. C'est pourquoi, ici ma terminologie est incertaine, nous aurons des narrateurs autoritaires, permissifs, distraits, des narrateurs qui imposent leur langage à l'autre ou qui, à l'inverse, se laissent contaminer par les mots d'autrui, des narrateurs éloignés dans une distance dédaigneuse ou rapprochés dans une chaleureuse complicité, des narrateurs qui préfèrent nettement le langage d'un des personnages tout en se défendant bien de l'employé, des narrateurs qui coupent la parole ou qui laissent parler tel ou tel plus souvent que l'autre, des narrateurs qui n'écoutent pas, qui changent de sujet. Enfin, il faudrait ici toute une description typologique en des termes plus précis et plus opérationnels que les miens, bref, un code. Devant toute la gamme des postures narratives, on doit maintenant se poser la question suivante. Quelle posture suppose une radicalisation des fonctions narratives si on sait que la narration est un discours privilégié qui dispose d'un certain contrôle sur les choses dites dans le roman et qui jouit de droits et de libertés interdits aux autres discours? Alors, je propose la réponse suivante. La radicalisation des fonctions narratives, qui finalement entraîne par son rôle fédérateur la radicalisation de l'ensemble de la forme romanesque. Cette radicalisation-là, donc, passe par un contrôle accru sur les discours des autres. Elle cherche à creuser la distance déjà existante entre le discours narratif et les discours étrangers pour faire du narrateur un idéologue affirmé qui profite de son statut privilégié pour étendre sa propre axiologie à l'ensemble du roman. Un narrateur qui, à la limite, serait un propagandiste, toujours prêt à prendre la parole longuement pour exposer son opinion et critiquer celle des autres.
C'est dans cette voie-là que j'aimerais orienter notre exploration du radical dans le roman. Mais je ne vais pas vous cacher qu'il y aurait eu d'autres orientations possibles, que j'ai un peu écartées en dirigeant la réflexion de façon à arriver à la réponse que je voulais bien proposer. On aurait pu concevoir, par exemple, une radicalisation allant dans le sens complètement opposé, où le narrateur s'efface presque complètement pour laisser les autres discours s'exprimer en long et en large. Et là, ça nous aurait amené, par exemple, vers un roman de Dostoïevski comme Les Frères Karamazov, vers une forme romanesque qu'on pourrait qualifier, en tout cas que Bakhtin qualifie de polyphonique et qu'il a étudié dans son livre intitulé La poétique de Dostoïevski. Mais, si on suit plutôt la piste que je propose, celle de la poétique narrative de l'emprise, ça nous mène au roman d'enfance de Régent Ducharme. Pardon, j'ai fini la phrase. Je ne sais pas si ça vous a frappé. Dans la dernière citation qu'on a lue, Bello emploie des termes comme narrateur autoritaire, permissif, distrait, soit, comme il l'indique lui-même, des termes axiologiques pour parler de la forme romanesque. À mon avis, ce qu'il faut retenir ici, c'est une idée très simple mais essentielle qui veut, grosso modo, que le caractère des narrateurs, donc soit autoritaire, permissif, etc., influence directement la gestion des discours et la teneur hétérologique du roman. Hétérologique, adjectif qui renvoie à hétérologie, traduction de Krasnariéchi. Donc, ça nous amène à nous demander quel est le caractère des personnages narrateurs dans les romans d'enfance de Ducharme. Dans ces romans-là, et on pourrait même dire chez Ducharme en général, l'enfance n'est pas simplement une période de la vie. C'est une valeur, un idéal ou une morale, pour reprendre le terme d'Élisabeth Bardou-Lafarge, qui a consacré un livre à l'œuvre de Régent Ducharme. L'enfance chez Ducharme n'est pas un âge tendre, mais au contraire, un âge guerrier, un âge intransigeant qui refuse toute forme de compromis, tant envers soi-même qu'envers les autres. Bérénice Heinberg, l'héroïne de La Vallée des Avalées, dit qu'elle veut, je cite, « être la loi de sa vie ». C'est une revendication, quand on y pense, d'autonomie assez radicale. Se prendre soi-même, ou autos, pour la loi, la règle, nomos, donc carrément l'étymologie de autonomie. Iode Souvi, l'héroïne de l'Océantume, laisse entendre qu'elle a des projets semblables à ceux de Bérénice quand elle dit, et je cite, « Si le but de ta vie n'est pas de tout dominer, tu es fou. » Les héros des romans d'enfance réclament une liberté, une souveraineté sans concession, qui commence là où celle des autres, déjà, n'existe plus. Comme le disait encore une fois Élisabeth Bardou-Lafarge, ça sera ma dernière citation, dans son livre dont j'ai parlé tout à l'heure, ce n'est pas tant la pureté qui caractérise l'enfant ducharmien que la force de son désir. Désir qui doit rester intact, pur comme on le dit nométal sans alliage, c'est-à-dire sans compromis, durement indifférent à ce qui n'est pas lui. Voilà donc pour le caractère des narrateurs des romans d'enfance, qui est un caractère intransigeant et qui, comme on l'a vu, se répercutera sans doute sur la forme romanesque. Si on s'attarde maintenant à la distribution des discours dans les romans, qu'est-ce qu'on remarque? Allons-y d'abord avec les généralités. D'un strict point de vue quantitatif, le discours narratif occupe un volume très important, écrasant même. Des trois romans de l'enfance, le plus radical à cet égard-là est probablement Le Néquivoque, qui se présente comme le journal d'écriture du narrateur, Mille-Mille. Son nom, c'est Mille-Mille. L'orientation de la forme romanesque vers le genre du journal d'écriture, donc vers ce qu'on pourrait appeler un genre lyrique qui place le jeu au centre de l'énonciation et des préoccupations, permet à Mille-Mille d'occuper un maximum d'espace de parole. Mille-Mille emploie d'ailleurs fréquemment une phrase qui résume très bien ses prétentions à ce qu'on pourrait appeler l'expansion discursive. La phrase suivante, « Je pourrais continuer ainsi pendant 200 pages ». Deuxième généralité, le fait que les narrateurs soient des enfants et que le roman nous soit présenté à travers leur regard a un impact important sur la diversité des discours représentés.
c'est que le statut social de l'enfant est celui d'un marginal au sens où il n'a pas encore pleinement intégré la société. Son domaine d'interaction est plus réduit que celui de l'adulte et s'étend pas beaucoup au-delà de la famille, de l'école, du voisinage. L'enfant ne mesure pas encore très bien toute la complexité de la société, ne mesure pas encore très bien l'ampleur des discours et des idéologies qui y circulent. Le fait que toute l'information romanesque passe par le regard des narrateurs enfants entraîne dans les romans un affaiblissement de l'hétérologie, un manque de diversité dans la représentation des discours. Et là, il faut tout de même dire, entre parenthèses, que la teneur hétérologique des romans se modifie au fur et à mesure que les enfants vieillissent. Mais au stade de l'enfance, les narrateurs entretiennent un contact minimal avec les discours sociaux, ce qui leur permet de déployer leur hégémonie plus facilement, sans rencontrer encore trop de résistance extérieure. Alors maintenant, du côté de l'interaction entre la narration et les discours d'autrui, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Comment est-ce que les narrateurs essaient de mettre en place leur poétique narrative de l'emprise sur ce terrain-là? Étant donné que les exemples qui s'offrent à nous sont très nombreux, je vous propose qu'on s'en tienne uniquement au rapport entre la narration et les discours de personnages. Je vais moins viser à l'exhaustivité qu'à exemplifier une tendance générale à partir de quelques cas concrets. On va commencer avec un passage tiré de l'Océantume qui présente la première fois où Asie Azote, un personnage important du roman, s'exprime sur un sujet qui implique un jugement de valeur un peu plus substantiel sur la nature de l'homme, sur la nature bonne ou mauvaise de l'homme. C'est une position qui entre en conflit avec celle de la narratrice Iode. Dans le passage en question, la narratrice Iode met en œuvre, d'après moi, 3 procédés différents qui visent à disqualifier le discours de l'autre personnage, Asie Azote, et à le reléguer à la périphérie du roman. Il s'agit de l'ironie de contexte, qui, contrairement à l'ironie de discours, concerne les éléments contextuels et énonciatifs, comme l'intonation ou la mimique. Donc, l'ironie de contexte, la critique directe, qui met en place une rhétorique polémique, et l'expansion discursive, qui confère à la narratrice un droit de parole accru, tout en réduisant celui d'Asie, c'est-à-dire celui du discours sujet à critique. Alors, avant même qu'Asie Azote puisse s'exprimer, la narratrice s'arrange pour tourner son discours en ridicule par ironie de contexte. Et là, je vous invite à lire la citation numérotée 6C dans l'exemplier, qui présente l'ironie en question. Donc, pour elle, pour Asie, c'est la narratrice qui parle, toute chose est bonne et désirable. Il faut l'entendre disserter sur le manque de présence d'inhumanité dans l'âme humaine. Et ici commence l'ironie de contexte. Elle parle en ce cas avec une éloquence qui n'est vraiment pas descriptible, avec la fougue d'un de ses vicaires qui donne l'impression qu'ils ne finiront pas par défroquer. L'émotion la transfigure, un délire la possède, elle lâche de gros soupirs. On sent son cœur se gonfler. On a presque peur qu'il éclate et que tout ce qu'il contient vous vole à la figure. Tout de suite après ce passage-là, apparaissent en discours direct les paroles d'Asie Azote, qui donnent l'impression d'être intégrées au roman moins pour lui accorder un véritable droit de parole que pour exemplifier la parodie de contexte qui précédait. Dans son discours direct, Asie s'exprime juste le temps qu'il faut pour donner à la narratrice Iode une matière à critiquer, à disqualifier, à ridiculiser. Je vais vous lire la citation 6b qui comporte le discours direct de Asie Azote. Les gens ont peur de se laisser être bons et sereins. Les gens ont peur de laisser dominer en eux leur propension à la douceur et à l'indulgence. Je le sais par expérience. Quand je me montre gentil avec une personne, elle se montre gentille avec moi. Même, elle rivalise de gentillesse. Les gens sont craintifs, ont toujours peur d'être heurtés. Il suffit de les rassurer par l'étalage de vos bonnes dispositions. Juste après ça, c'est la narratrice Iode qui prend le relais. Sa réponse, assez longue comparativement à celle d'Asie, s'étale sur à peu près 2 pages et critique directement la position d'Asie Azote en des termes parfois assez brutaux. C'est la citation 6C qui présente le discours direct de la narratrice Iode, un discours qui se fait à haute voix, qui est adressé à Asie, son interlocutrice.
Je ne vois pas cela du même œil. Encore un peu et je te traiterai d'idiote. Ce que tu prends pour de la gentillesse n'est que basse complaisance. Quand les gens te sourient, ce n'est pas par inclination naturelle, ce n'est que l'épanchement irrésistible du plaisir grossier qu'ils éprouvent à se sentir écoutés, sollicités. Et ici, je saute quelques lignes de la tirade. Vois-tu où je veux en venir? Non, évidemment. Cesse de leur jouer ton petit jeu pour voir. Cesse de leur donner le spectacle que tu leur donnes comme s'ils étaient tous rois et toi seul sujette pour voir. Tu cesseras aussitôt de les trouver bons, excellents et meilleurs. Tu te mettras à crier « Maman, maman, viens me chercher, ils me font des grimaces patibulaires. » Donc, après ces paroles, Iode, la narratrice, marque une pause dans son discours à haute voix pour commenter la situation. Son commentaire narratif indique clairement le caractère emphatique de sa parole et l'excès dans lequel elle s'apprête à se lancer. C'est la citation 6D que je vais vous lire. Je reprends mon souffle. Il faut lui donner le temps d'avaler ça. Tu peux toujours avaler, ce n'est pas défendu. J'ai perdu le fil de mes pensées. Je ne sais plus de qui et de quoi je parle. Je continue quand même. Et à la suite de ça se trouve encore une fois un assez long discours direct de la narratrice que je n'ai pas reproduit parce que grosso modo il ressemble à celui qu'on vient tout juste de lire. Alors, les dernières phrases de l'extrait indiquent clairement l'avantage de parole qu'Iode s'octroie et qu'elle peut s'octroyer uniquement parce que c'est elle qui occupe la fonction de narrateur. Le fait qu'elle continue à parler alors que de son propre aveu, elle a perdu le contrôle de son discours, peut rappeler l'attitude de Mélimile, qui, dans l'équivoque, s'égare souvent dans ses propos et aime répéter qu'il pourrait, comme on l'a dit tout à l'heure, continuer ainsi pendant 200 pages. Au fil des dernières citations, on a croisé, en plus de l'ironie de contexte, de la critique directe et de l'expansion discursive, un quatrième procédé qui permet à la narratrice de mettre en place sa poétique narrative de l'emprise. Je vous invite à relire l'extrait précédent. Je reprends mon souffle, il faut lui donner le temps d'avaler ça, et là c'est ici que j'aimerais inciter. Tu peux toujours avaler, ce n'est pas défendu. Donc c'est cette phrase-là sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête parce qu'elle comporte un élément que je qualifierais de paradoxal. La narratrice s'adresse à un interlocuteur, mais dans son fort intérieur, c'est-à-dire de façon à ce que l'interlocuteur soit exclu de la communication et ne puisse pas répondre. C'est ce que j'appellerais une adresse intérieure, qui est un procédé souvent employé pour obtenir le dernier mot sur autrui, souvent employé par les narrateurs des romans d'enfance. Donc, dans les romans d'enfance, les narrateurs ne discutent pas énormément de vive voix avec les autres. Au contraire, la confrontation avec l'autre s'opère souvent dans leur discours intérieur, ce qui vient modifier complètement les particularités de la communication. L'un des effets les plus évidents de ce transfert-là, de l'extérieur vers l'intérieur, c'est que les interlocuteurs se trouvent privés du droit de s'exprimer en discours direct dans leurs propres mots. Donc, prenons un deuxième exemple d'adresse intérieure un peu plus intéressant à mon avis. C'est la citation numéro 7. « Il semble qu'il n'y ait que des adultes. Je n'ai jamais vu à la fois autant d'hommes aussi grands et aussi blonds. » C'est la narratrice qui parle. « Ils ne doivent pas être crétois. Il y en a un qui me demande qui je suis, où j'habite, ce que je fais là. » C'est un discours de personnage sur le mode indirect. Il me demande qui je suis, où j'habite, ce que je fais là. Et là, ensuite, on a l'adresse intérieure. Je ne lui réponds pas. Je ne t'ai rien demandé. On remarque d'abord que l'interlocuteur ne s'exprime pas directement. Ses paroles sont rapportées en discours indirect et ont probablement, au passage, été simplifiées par la narratrice, qui sans doute transmet moins les mots exacts de l'individu qu'un résumé de ce qu'il a dit. On n'en a aucune idée précisément, mais on peut croire que si l'homme avait pu s'exprimer sur le mode direct, il n'aurait pas dit simplement « Qui es-tu? Où habites-tu? Que fais-tu là? » Ensuite, si on examine plus précisément l'adresse intérieure, on voit tout de suite le paradoxe auquel elle donne lieu. La narratrice dit qu'elle ne répond pas, je ne lui réponds pas, mais elle répond quand même tout de suite après, je ne t'ai rien demandé. Alors d'un côté, elle garde le silence et coupe court à toute discussion, et d'un autre côté, elle prolonge le dialogue dans son fort intérieur, soit dans le discours narratif, qui est le discours dernier du roman et qui, pour cette raison-là, lui assure d'avoir le dernier mot sur autrui.
On va maintenant examiner quelques autres procédés qui diffèrent des précédents par leur dimension bivocale. J'emprunte directement à Bakhtin la notion de bivocalité, qui sert à qualifier des énoncés sans marque apparente de discours apportés, dans lesquels on peut reconnaître deux voies ou deux orientations sémantiques distinctes. Ou autrement dit, et ici je cite Tsvetan Todorov, des énoncés qui renvoient simultanément à deux contextes d'énonciation, celui de l'énonciation présente et celui d'une énonciation antérieure. Donc les deux voies de l'énoncé bivocal peuvent être soit convergentes ou soit divergentes, à divers degrés évidemment. Le pastiche est un bon exemple de bivocalité convergente, parce que pour qu'il y ait pastiche, il faut qu'on puisse reconnaître donc, deux éléments, le discours pastichant et le discours pastiché, qui lui sert au premier de modèle positif, de modèle apprécié, d'où la convergence. Au contraire, la parodie est un exemple classique de bivocalité divergente, où on distingue un discours parodiant et un discours parodié, qui, cette fois-ci, sert au premier de modèle à tourner en ridicule, d'où l'idée de divergence. Dans les romans d'enfance de Ducharme, étant donné le caractère hégémonique des narrateurs, c'est la bivocalité divergente qui domine, ce qui veut dire d'abord et avant tout l'ironie et la parodie. On va voir comment ça se présente dans La vallée des avalées, vers le début du roman, où il est question pour la première fois du père et de la mère de la narratrice, Bérénice. Dans le passage concerné, le père, Mauritius Einberg, qui est juif, et la mère, Madame Bruckner, qui, elle, est catholique polonaise, s'expriment jamais en discours direct. Bérénice se réserve plutôt le droit de transmettre leurs propos subjectivement et de les déformer par divers procédés de bivocalité. Ces déformations s'appuient principalement sur l'exagération de deux éléments. D'abord, l'inimitié et la froideur des relations entre les deux parents qui se détestent, et ensuite les valeurs de propriété et de possession qui déterminent leur pacte de division des enfants. Et ici, je vous explique brièvement ce qu'est le pacte de division des enfants. C'est que les deux parents se sont entendus pour s'approprier en alternance les enfants. Les enfants impairs, c'est-à-dire le premier, le troisième, le cinquième, etc., vont à la mère, alors que les enfants pairs, donc le deuxième, le quatrième, et ainsi de suite, vont au père. Ce qui fait que Bérénice est sous la responsabilité de son père et est éduquée dans la foi judaïque, alors que son frère Christian est sous la responsabilité de la mère et est éduqué dans la foi catholique. Le premier des deux éléments exagérés de façon polémique, soit la froideur des relations entre les parents, transparaît dans les appellations auxquelles recourt Bérénice pour nommer son père et sa mère. Ces appellations reviendront peu ou pas du tout dans la suite du roman. Il s'agit de Monsieur Einberg et de Madame Einberg. Les deux termes sont calqués sur le langage des parents eux-mêmes, sur la façon dont ils s'interpellent mutuellement, avec une politesse feinte qui masque de la froideur et du mépris. Dans la bouche de Bérénice, les mots Monsieur et Madame Einberg résonnent avec une certaine ironie, avec une certaine distance critique qui reconduit la distance dans laquelle se tiennent mutuellement le père et la mère. Il s'agit donc de bivocalité divergente, au sens où on entend dans Monsieur Einberg et dans Madame Einberg à la fois la voix ironisante de Bérénice et la voix ironisée des parents. C'est-à-dire qu'on l'entend quand Bérénice elle-même emploie ces propres termes-là, qui sont tirés du langage parental. Le deuxième élément exagéré de façon polémique, quant à lui, permet à Bérénice de mettre en relief une chose qu'elle condamne particulièrement dans le discours de ses parents, soit le fait qu'ils traitent leurs enfants comme des avoirs qu'il faut jalousement préserver de l'autre parent. Dans les exemples suivants, on va lire bientôt, Bérénice ponctue son discours d'allusions qui font preuve d'ironie à l'égard de la position de ses parents, par l'intermédiaire de termes tirés de leur langage et qui rappellent l'idée de division ou de possession des enfants. Donc, ce sont les citations 8a à 8c sur l'exemplier. Monsieur Einberg voit d'un œil irrité son avoir jouer avec l'avoir de Madame Einberg. Et là, c'est moi qui souligne le terme avoir ici. Ils nous ont. Ils sont sûrs qu'ils nous ont. Ils nous ont, ils nous gardent. Madame Einberg a Christian et elle le garde. Monsieur Einberg m'a et il me garde. Je ne suis qu'une fille.
Heinberg m'a, mais il n'est pas content de m'avoir. Il est jaloux de l'autre. Il aimerait bien mieux avoir Christian. Une fille, ce n'est pas bon, ça ne vaut rien. Même si d'un point de vue énonciatif, tous les passages relèvent du discours de Bérénice, on comprend très bien qu'ils n'appartiennent pas à son véritable langage et qu'il s'agit plutôt d'emprunts polémiques tirés du discours parental. C'est pas réellement Bérénice qui pense que son père l'a, quel est son avoir, ou qu'une fille, ce n'est pas bon. Quand elle le dit, c'est parce qu'elle se place dans la perspective de son père, ou éventuellement de celle de sa mère. C'est qu'elle reproduit leur langage pour mieux le critiquer. C'est un procédé qui est très répandu dans les romans d'enfance, surtout dans La Vallée des Avalées et dans Le Niquivoque, où les exemples de bivocalité dissonante, comme la parodie et l'ironie, sont très nombreux. Je vais vous présenter, avant de conclure, un dernier exemple de poétique narrative de l'emprise, qui est sans doute l'un des plus intéressants qu'on peut relever, en tout cas à mon avis, dans les romans d'enfance de Régent Ducharme. C'est ce que j'appelle le discours direct subverti, parce qu'il est basé sur la subversion de l'une des principales conventions du roman. Habituellement, les discours de personnages exprimés sur le mode direct sont censés rendre compte des mots exacts prononcés par les personnages. En particulier quand il s'agit de discours directs qu'on pourrait qualifier de « à haute voix », c'est-à-dire introduits par un tiret et séparés du discours narratif par un saut de ligne. Normalement, dans un cas semblable, une sorte de norme implicite qui exige de restituer les paroles du personnage dans toute leur objectivité, sans les déformer, puisque, après tout, c'est du discours direct. Mais c'est pas du tout rare dans les romans d'enfance de Ducharme que les discours directs de personnages présentent des traces de déformation, comme si une autre voix venait s'y infiltrer, puis venait la transformer de l'intérieur pour la caricaturer ou la parodier. Le Niquivoque, en particulier, recourt abondamment au discours direct subverti, comme dans les deux exemples suivants, qui présentent les paroles que deux policiers différents adressent à Mille-Mille, le narrateur. Ce sont les citations 9a et 9b. Alors, je vais vous lire le premier discours direct du policier. « Hélas, il est de mon devoir de t'obliger à virer de bord. » Ça s'adresse au narrateur Mille-Mille. « Les ponts et les chaussées sont aux automobilistes. Si on n'est pas une automobile, on ne peut pas traverser ce pont ou tout autre. Il, Dieu, le pape, le premier ministre, a dit que c'est interdit. D'ailleurs, en anglais, il y a ça décrit, là, sur cette planchette. Construction interdite aux piétons et aux cyclistes sous peine d'amende. Et ensuite, un deuxième discours direct de policier. Là, je vais prendre une gorgée d'eau, une grande respiration avant de... Oui. Pardon pour l'effet de distorsion. Le nom des parents, le numéro de téléphone, combien de frères et de sœurs, depuis quand es-tu en ville, quel est le numéro de sa porte rue Saint-Hubert, ta date de naissance, es-tu catholique ou protestant, es-tu nègre ou blanc, es-tu né au Canada, où as-tu été baptisé, le nom de jeune fille de ta grand-mère, es-tu sûr que c'est ta sœur et que tes parents savent que vous vivez en chambre en ville, as-tu des cicatrices, où sont tes cahiers d'étudiants, les étudiants vont à l'école sans livres et sans crayon, maintenant tout change, la science, les assurances, le progrès, le communisme, point de suspension. Voilà. C'était le morceau de bravoure de ma présentation. Donc, à la lecture de ces passages, on sent très bien que l'altération des discours directs procède par exagération de leur dimension autoritaire. Et d'ailleurs, la plupart des discours directs subvertis dans les romans d'enfance de Ducharme atteignent les porte-paroles de l'autorité. Par exemple, scolaire, policière ou militaire. C'est toujours les discours d'autorité qui sont directement visés par le discours direct subverti. Dans le second des deux exemples, la suite de questions, sans aucune ponctuation, met en relief la valeur inquisitrice de l'interrogatoire, alors que dans le premier, c'est plutôt par l'absurde qu'on essaie de contester le discours policier, à même sa représentation. Et quand on lit des extraits en contexte, c'est-à-dire à même le roman, on comprend assez facilement que la voix parasitaire qui réussit à s'infiltrer dans le discours direct de personnages, c'est la voix du narrateur, Mille-Mille. On reconnaît son sens de la dérision et son caractère contestataire. À mon avis, c'est un exemple probant de tyrannie narrative parce qu'habituellement, le pouvoir d'intervention du narrateur s'étend pas jusqu'au discours direct des personnages. Alors, je m'arrête ici pour ce qui est de l'analyse des romans d'enfance de Régent Ducharme.
On aurait pu évidemment continuer puis s'attarder à l'interaction entre la narration et les discours sociaux, par exemple le discours juif qui joue un rôle si important dans La Vallée des Avalées, qui est très souvent l'objet de critiques. Ou alors, on aurait pu s'attarder à l'interaction entre la narration et des discours d'auteurs comme ceux de Nelligan ou de Rimbaud, qui sont des références constantes. Mais je crois que le sujet auquel on s'est limité aujourd'hui, en tout cas j'espère, c'est-à-dire les rapports entre la narration et certains discours de personnages, permet de se faire une bonne idée de ce qu'est la poétique narrative de l'emprise, une forme romanesque qui est, à mon avis, l'un des principaux traits distinctifs des romans d'enfance de Régent Ducharme. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Très, très intéressant. Je vais vous laisser reprendre votre souffle. Donc, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Forcément. Qui veut commencer? Je suis très gentil. En dialogue comme en monologue. Je peux essayer. Après, ce que moi j'en ai conclu un peu, je réfléchissais un peu à la fonction de la... Comment je peux dire? Je réfléchissais en fait ce que j'ai remarqué beaucoup dans ton exposé, c'est comment la poétique de l'emprise, d'une manière peut-être implicite, ben, tu l'as dit à certains endroits, résulte d'une marginalité. Puis je trouvais ça intéressant dans la façon dont tu as présenté ça en lien avec bon, la plurivocalité, l'hétérologie de Bakhtin. Il me semble que, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que l'emprise, la poétique de l'emprise, comme reflète une position de marginalité, en fait. Il me semble que, justement, sa fonction est de refléter une emprise, qui n'est pas, qui est pas l'emprise directement identifiée comme telle, mais plutôt quelque chose qui est révélé négativement comme une emprise de la part d'une sorte de... L'emprise d'une sorte d'ordre social, par exemple. Ouais, une sorte de... Ouais, ou en tout cas, le lien justement avec le fait que ça finissait par des discours d'autorité. Et puis, parce que ce qui était intéressant, je trouvais, avec le fait d'utiliser Bakhtin et puis Bello, c'est... comment je peux dire? C'est le fait que tu dises que le radical épouse les formes du roman et qu'on identifie les formes du roman comme étant d'être plurivoque, comme étant de faire parler plusieurs styles, montre que cette radicalité-là qui s'apparente à un seul style, celui de l'enfant, ben c'est ça, comme je te dis, révèle le fait qu'il y en a plusieurs en fait à l'œuvre de cette façon-là. Et puis le fait que, par exemple, c'est étrange qu'on puisse dire que la fonction de la narration, c'est d'articuler un peu tous les langages, mais qu'un narrateur puisse être permissif ou autoritaire. Il est supposé être un peu l'articulation de tous ces langages. Alors, je trouve que là, il se pose par rapport à un système où il y a déjà toute cette totalité-là, mais sa forme le révèle en ce qui est pas... Parce qu'une narration, c'est jamais vraiment permissif ou non, mais plutôt la totalité. C'est une approche, c'est pour ça que j'ai passé vite là-dessus, mais c'est pour ça que je parlais un peu d'une narratologie d'un nouveau genre, parce que c'était l'idée de Bello directement, c'est pas moi qui invente ça. C'est-à-dire que Bello voyait chez Bakhtin les germes d'une narratologie qui est fondamentalement différente de celle qui est plus connue actuellement, qui a été beaucoup développée par exemple Gérard Genette, qui est une narratologie qui est beaucoup axée, je dirais, sur entre autres choses, mais qui est beaucoup axée sur, disons, la dimension chronologique, voire logique de la mise en récit. Donc son principal ouvrage sur la question, ça s'appelle Discours du récit. Et donc le récit renvoie vraiment à cette dimension, disons, chronologique, cette idée de mettre dans un certain ordre des faits ou de dérouler l'action selon
selon une certaine chronologie, tandis que, disons, l'approche narratologique qu'on peut dégager de Bakhtin ne permet aucunement, par exemple, de théoriser l'analepse, la prolepse, la description en tant que l'arrêt du temps narratif, par exemple. Toute la dimension temporelle n'est pas vraiment analysable avec la perspective bakhtinienne. Mais d'un autre côté, là où Bakhtin est beaucoup plus utile, à mon avis, c'est pour la dimension idéologique et la dimension discursive ou énonciative. Par exemple, le rapport entre les différents discours qui, chez Genette, peut uniquement être considéré du point de vue assez restreint du discours rapporté selon le discours direct, indirect, libre ou lié, éventuellement ce qu'il appelle aussi le discours narrativisé, qui est, disons, le fait que dans la narration soit inscrite une prise de parole sans qu'on sache vraiment quel est son contenu. Mais c'est assez sommaire comme présentation de la parole rapportée. Bakhtin va, notamment sur ce plan-là, va beaucoup plus loin en proposant, par exemple, une typologie où il est question de bivocalité ou de monovocalité. Donc ça pour la narration. Tu parlais tout à l'heure de la marginalité chez Ducharme aussi, et puis il existe un livre sur Ducharme écrit par Elisabeth Ashbar, donc j'ai toujours de la misère à prononcer, par Elisabeth Ashbar, qui s'appelle « Région du charme, une marginalité paradoxale ». Je crois que c'est ça le titre. Donc là, elle creuse beaucoup la notion de marginalité, mais comme tu as dit, j'ai essayé de prendre la notion, je ne l'ai pas beaucoup développée ici, mais dans mon mémoire qui porte sur le sujet de la présentation. Je le développe un peu plus et... excusez-moi, j'essaie d'avaler. Parfait. Donc, je m'intéresse vraiment à la question de la marginalité d'un point de vue hétérologique, comme tu l'as dit, ce qui amène une perspective, je crois, assez nouvelle sur la notion de marginalité à l'œuvre chez Région du charme et qui permet notamment de voir que le point de vue de l'enfant, qui est finalement le point de vue par lequel on entre dans le roman, a un impact vraiment déterminant sur la composition discursive de l'œuvre. Oui, allez-y. Parce que je trouvais très intéressant. La seule chose que je voulais juste être un peu plus clair, parce que je sais, comme vous avez expliqué aussi, c'est le Bakhtin, c'est sûr que la narration, j'ai lu quand même un peu, j'ai étudié un peu, il travaille beaucoup avec l'idéologie aussi des narrateurs. Oui. Et entre-temps que Bello, c'est pas tout à fait avec l'idéologie, mais il parle pour une code, c'est-à-dire que la narration, il a son code à lui. Soit on l'enlève, soit on peut être capable de disperser de la même temps plusieurs idées, plusieurs idéologies, sans rendre compte qu'on veut faire une idéologie. Alors selon vous, avec les œuvres de Région du charme, c'était quoi? C'est-à-dire plutôt Bakhtien ou Bello? Est-ce que je suis claire? Je ne sais pas si j'ai bien... Par exemple, qui de Bello, de Bakhtin permettrait Mais parce de que mieux... pour moi, Bakhtin, c'est sûr, on travaille beaucoup surtout en littérature. De toute façon, je ne sais pas comment ça fonctionne ici, mais en littérature, quand on veut faire quand même une genre d'analyse narrative et tout ça, on voit que c'est quoi l'idéologie. Surtout parce que ça, c'est un modèle russe un peu, là. C'est sûr que Bello, c'est complètement différent. Les modèles un peu plus italiens, c'est autre chose. Mais dans les genres du chant, personnellement, je vois tous les deux, en fait. Ils travaillent de la même façon. On peut parler d'une idéologie de narrateur qui dispersait de tous les personnages, parce qu'on voit tous les personnages, en fait, c'est pas juste la présentation d'une enfance, là. On voit de tout. Ben, on peut parler d'une chronique, d'une idéologie, d'une société, d'une narration, d'une identité psychologique, on peut parler, mais on peut parler aussi des codes de narrateurs, c'est-à-dire de Bello, qui sont vraiment spécifiques par rapport des... Parce que moi, en français, c'est sûr, mais je veux, par rapport de topologie ou typologie des phrases, des mots, ou même des métaphores, ou tout l'arsenal de langue qu'il employait. Alors, c'est ça, c'est l'autre bout de... C'est vrai, mais c'est intéressant d'utiliser disons, de mettre les deux en perspective, parce que Bello, évidemment... Parce que je vais essayer de comprendre du charme, parce que Bello et Bakhtin, j'ai déjà compris, mais
moi, le but, je veux vraiment comprendre Duchamp. Qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que oui, il a utilisé tout, c'est sûr qu'un écrivain très... pour moi, il est... En tout cas, je suis vraiment émue par lui. Il a une culture, il est autodidacte, on n'a rien à faire. On n'a rien à dire, excuse-moi, mais c'est ça, je veux me placer dans toutes mes potentiels, toutes mes capacités. Qu'est-ce que j'ai lu aussi par rapport à lui? Je veux me comprendre vraiment c'est quoi, surtout pour la critique littéraire, ou pour vous, que vous faites quand même. Ben, ça, rendu là, je crois que c'est mon interprétation qui est en jeu. Oh, Mais non, un des trucs que j'ai beaucoup remarqué chez Ducharme grâce à l'analyse bakhtinienne et à l'analyse d'après Bello, c'est que c'est précisément, en tout cas dans les romans d'enfance, les discours qu'on peut qualifier les discours d'autorité qui sont disons, les plus rudement critiqués, les plus déformés, les plus sujets à disqualification. Donc, évidemment, pour les enfants, un discours d'autorité qui est extrêmement important, c'est le discours parental. Et c'est un discours qui est très, très présent dans la vallée des avalées. Et notamment le discours du père qui est extrêmement autoritaire. Et ça, c'est le premier exemple de discours d'autorité qui est subverti. Le discours judaïque aussi énormément. Le discours scolaire, par exemple, les figures d'institutrices dans les romans qui passent à l'abattoir, je dirais presque. Sinon, le discours militaire, comme j'ai dit tout à l'heure, en Israël, qui est dans la vallée des Avalées, qui est extrêmement présent et qui subit beaucoup de déformations, encore une fois, de déformations en discours direct, comme on l'a vu à la fin, là, ce que j'appelais le discours direct subverti. Ça touche beaucoup le discours militaire en Israël. Dans l'équivoque, par exemple, le discours patronal, qui est énormément touché, le discours policier, comme on l'a vu tout à l'heure, le discours disons, administratif ou juridique ou gouvernemental. Lorsque Mille-Mille, peut-être que vous l'avez déjà vu, quand Mille-Mille va au bureau de placement pour trouver un emploi, et là on a un dialogue entre lui et l'agente, et puis c'est un dialogue qui évidemment n'est pas la transcription fidèle de ce qui s'est réellement dit. Donc pour moi ça serait un de mes constats importants, je crois, pour ce qui est de la dispersion des discours dans les romans d'enfance de Duchamp. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Ok. Tout à fait, merci. Quelle différence tu ferais entre un romancier qui ferait ce qu'on peut appeler du roman à thèse, certains récits de Tolstoï par exemple, ou certains romans du 19e siècle québécois, ou en tout cas plein d'autres, là. Un roman à thèse, puis un romancier dont le narrateur aurait une politique de l'emprise. Parce qu'on sent bien que c'est pas la même chose, c'est les romans de l'enfance de Jean Duchamp, c'est pas des romans à thèse, mais quand on écoute ce que tu dis sur la tentative de rejeter à l'extérieur tous les discours hauts, de ne pas laisser la parole, tout ça, ça rejoint un peu l'idée d'autorité, d'avoir le dernier mot sur son roman que peuvent avoir les romanciers à thèse, les romancières. Fait que quelle différence tu ferais? Parce que on sent qu'il y a une différence, mais en tout cas pour moi, c'est pas clair. Il y a des similarités aussi. Moi, personnellement, c'est ce que je pense. Là, si on devait comparer, disons, le modèle narratif des romans d'enfance de Duchamp et le modèle des romans à thèse, ce qui se passe, c'est que, disons, dans le cas du roman à thèse, disons, la mainmise idéologique relève d'une autre instance de parole, qui n'est pas la narration, mais qui est ce qu'on pourrait appeler le discours auctorial. Tandis que dans ce que j'ai appelé la poétique narrative de l'emprise, c'est vraiment le discours narratif qui essaie d'avoir la mainmise sur les idéologies qui se reflètent à l'intérieur du roman. Donc, de ce point de vue-là, c'est quand même énormément différent. Mais d'un autre côté, on peut remarquer des similarités. Par exemple, pour ce qui est du discours direct subverti, je trouve que ça peut beaucoup ressembler à ce qui se passe dans, par exemple, certaines répliques de personnages dans les romans à thèse qui sont censés être les porte-paroles d'une idéologie contraire à celle que le roman se doit de véhiculer du point de vue de l'auteur.
Donc, de ce point de vue-là, parce que quand on étudie le roman, évidemment, le roman, on considère que c'est un genre fictif habituellement, mais il ne faut tout de même pas oublier que quand les personnages du roman prennent la parole, c'est pas véritablement eux qui parlent, mais c'est l'auteur qui se place dans leur perspective et qui leur souffle un peu les mots qu'ils doivent prononcer. Donc, de ce point de vue-là, on peut, à certains moments, dans certains discours à thèse, par exemple, dans dans certains romans à thèse, par exemple, la sonate à Crudière de Tolstoï que j'ai lu récemment, on peut sentir dans certains discours directs de personnages peut-être l'orientation de l'auteur. L'auteur qui prend un discours qui peut très bien exister dans la société dans laquelle il vit, par exemple, je sais pas, le discours environnementaliste auquel il veut s'opposer, mais qui fait parler un environnementaliste en discours direct et qui va il va déformer la teneur du discours pour essayer de discréditer. Moi, je trouve qu'il y a un parallèle à faire de ce point de vue-là entre ce type de réplique-là dans les romans à thèse et le discours direct subverti dans les romans de Région du Charme. Mais en général, disons, peut-être le point commun le plus général entre les deux types de romans, ça pourrait être l'idée de la convergence idéologique, mais qui est produite par deux entités complètement différentes, dans un cas l'auteur et dans l'autre cas le narrateur. Chose comme ça. Oui, et c'est pas complètement étranger à ce qui vient d'être dit. Sur les questions de narratologie, est-ce que vous étendriez votre hypothèse jusqu'aux travaux plus récents sur l'autorité narrative, sur les narrateurs fiables, les narrateurs non fiables? Parce qu'il me semble que ces narrateurs enfants qui ont une emprise considérable et qui revendiquent cette emprise, il y a aussi une question de fiabilité, d'ironie constante, par tous les procédés que vous avez montrés, qui affaiblit leur autorité, qui pousse à lire cette demande d'emprise comme dérisoire. Alors, il me semble que par là, on pourrait aussi rejoindre votre question. Et puis, quelque chose à quoi j'ai pensé en vous écoutant, mais que je n'arrive pas à retrouver de mémoire, c'est l'Incipit de Gros Mots, le dernier roman écrit, qui dit « on ne va pas me déloger de là » de Debout, et qui donne tout à fait raison à tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire où le narrateur là se retourne, si on a raison de croire que Gros Mots est quand même beaucoup une espèce d'autofiction, ou de jeu sur d'autofiction au deuxième ou au troisième degré, alors le narrateur se regarde exiger sa place, et c'est pas par hasard si ça s'ouvre sur le congédiement. Je trouve que ça donne beaucoup raison à tout ce que vous avez dit. C'est intéressant. Pour l'autorité narrative, je vois de quoi il est question. Je connais des professeurs à l'Université Laval qui travaillent beaucoup sur la question. Moi, je ne fais pas partie de leur équipe de recherche. Je ne suis pas vraiment dans les mêmes eaux, dans le même corridor, disons, pour ce qui est des locaux, mais pas dans les mêmes champs de recherche nécessairement. Mais de ce que j'en sais, oui, il y aurait vraiment moyen d'étendre, disons, mes recherches à ce domaine-là aussi, parce que j'ai relevé, en ayant l'approche que j'avais en tête, tout en lisant les romans, j'ai relevé beaucoup de passages qu'on pouvait interpréter comme presque parfois des mensonges des narrateurs. C'est évidemment impossible à déterminer s'il s'agit d'un mensonge ou non, comme dans le cas très évident du meurtre de Roger Ackroyd, de Agatha Christie, où le narrateur fait un mensonge énorme. Donc là, évidemment, on a la clé à la fin du roman. Dans les romans d'enfance, je n'ai pas vraiment relevé de véritables mensonges dans ce sens-là, mais il y a toujours des passages où on peut vraiment se mettre à douter de la véracité des faits racontés par les narrateurs. Et ça, c'est pas constant, mais c'est extrêmement fréquent. Ça passe beaucoup, à mon avis, par la déformation des discours d'autrui, entre autres choses. Pas uniquement, mais par exemple, quand on a vu les exemples de discours subvertis, évidemment que les policiers n'ont pas prononcé ces paroles-là, puis on peut en être certain pratiquement. Donc, ou presque. Tout dépendant de quel policier il s'agissait. J'ai une petite liste de tours de parole, donc oui. Ce serait à vous ensuite.
lier votre idée d'emprise de la narration, je pense qu'on peut regarder ça aussi du côté du trop-plein dans la dirigeante Charme, une espèce d'urgence de tout dire maintenant. Je pense que la citation que vous avez choisie, la citation du policier, justement, la 9B, qui n'a pas de ponctuation, qui est extrêmement rapide, qui est dans un rythme effréné, montre bien ce dont je pense, c'est-à-dire le discours rapporté, le discours des autres perd sa place au profit d'un trop-plein finalement du discours du narrateur qui en a tellement à dire et tellement rapidement que toute la place narrative est occupée par ça. Donc, j'ai l'impression que dans l'emprise, on a aussi cette idée-là de trop dire, de s'épandre, à pu finir finalement justement ce que vous êtes revenu sur le rythme, c'est souvent 2000 000, on pourrait s'étendre sur 200 pages. Et cette idée-là de vraiment dépendre le discours à plus soif finalement. Oui, c'est un terme intéressant de trop plein. C'est vrai que j'ai employé à quelques reprises, qu'est-ce que je disais, expansion discursive. Mais c'est vrai que le trop plein serait un autre terme très intéressant à utiliser. C'est, à mon avis, c'est une dimension quand même assez fondamentale des romans d'enfance du Duchamp, mais aussi des romans ultérieurs. Ça, c'est une caractéristique. Le bavardage, par exemple, dans l'hiver de force. On parlait, je crois que c'est Jean-François Chassé qui a écrit un article sur l'hiver de force où il parle beaucoup du bavardage incessant des narrateurs qui disent constamment du mal des autres et d'eux-mêmes aussi. Ou des jeux de mots aussi dans la formule du texte, des jeux de mots à long terme, qui viennent presque miner le texte, qui viennent surtout en dévaler, qui viennent un peu comme alourdir volontairement le texte. Ouais. Vraiment une phrase qui en finit plus finalement. C'est en là-dessus. Oui, j'allais dire, c'est pas tout à fait la même perspective, mais il y a presque quelque chose de rabelaisien des fois dans la narration des romans d'enfance, dans le sens de ce trop-plein, de cette espèce de dimension gargantuesque de la parole qui est la leur, c'est des narrateurs. Monsieur Anne, vous aviez une question? Question de curiosité, pourquoi avez-vous choisi l'expression, le mot emprise? Emprise? Oui, j'ai peut-être une idée par la suite selon ce que vous allez me dire. Mais... bonne question. Où est-ce que j'ai pris ça? D'abord, ça m'est venu. En fait, d'où ça vous vient, c'est ça que je veux dire, hein, c'est pas la source. Ben, en fait, c'est un terme que j'ai inventé. Ben, je l'ai pris dans le dictionnaire, mais c'est poétique narrative de l'emprise. Je l'ai inventé, mais à la base, c'est moi l'auteur du mot emprise. Le petit Robert, 1986, c'est ma première parole à ma naissance. Mais en fait, c'est un terme que j'ai utilisé la première fois dans un travail universitaire sur Blaise Cendrars, un auteur français que vous connaissez peut-être. Et puis, il y a beaucoup de parallèles à faire entre... C'était quel Moravagine? C'était quoi? Moravagine. Exactement, Moravagine. Ouais. Et puis, j'avais écrit un travail sur... D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, dans Les Enfantômes de Région du Charme, il y a un pastiche d'un passage de Moravagine. Ça n'a jamais été relevé, je pense, dans les études sur du charme. Ah, je ne savais pas tant que vous ne l'aviez pas dit. Mais non, maintenant c'est public et c'est officiel. C'est un passage où le narrateur est dans le train et il y a une espèce de clochard sur un autre banc avec une bouteille de vin vide qui roule. C'est directement tiré de Moravagine. C'est le narrateur qui se sauve. Je crois qu'il se sauve de Moscou après l'attentat terroriste. Et puis là, il y a Moravagine déguisé en clochard qui est dans le train. Il ne dit pas que c'est lui. Puis finalement, le narrateur découvre qu'il s'agit de Moravagine. Mais ouais, donc je pensais beaucoup à Moravagine chez Cendrars pour la poétique de l'emprise, mais je pensais aussi beaucoup à ses autobiographies, sa tétralogie des mémoires, plutôt, c'est comme ça qu'il l'appelle, qui sont des romans hautement autofictionnels et où la réalité se mêle au mensonge dans chaque page, dans chaque phrase pratiquement ou presque. Donc là, il y avait vraiment, je remarque beaucoup chez Cendrars aussi, l'espèce d'expulsion des paroles d'autrui dans les œuvres pour prendre énormément la place et raconter. Donc on pourrait même dire quelque part la dimension poétique de son écriture en prose, que ça je le reprends en Bakhtin. D'après Bakhtin, la poésie, en tout cas un certain genre de poésie s'oppose de façon quand même assez fondamentale au roman en ce qu'il s'agit de
d'un genre lyrique qui essaie de pousser au-delà de ses limites l'expression d'un langage individuel, personnel, original, stylisé, d'un point de vue individuel, ainsi de suite. Mais il y avait une phrase je crois que c'était Céline qui parlait de Sandrard en disant, en fait il parlait de Miller à la base, il disait Miller essaie d'écrire des romans mais il n'y arrivera jamais, Sandrard non plus d'ailleurs. Et Sandrard lui-même en était conscient parce que à la fin de sa vie, je ne sais pas si vous connaissez ce roman-là, comment ça s'appelle? C'est Emmène-moi au bout du monde. Son dernier roman, je crois. Et là, ce qui paraît, d'après mes sources, Sandrard essayait vraiment d'écrire un roman au sens très romanesque du terme, considérant qu'il n'avait jamais vraiment exploité cette forme-là au cours de sa vie, ni dans Moravagine, ni dans Dagnac, ni dans ses mémoires. Et puis, moi je ne l'ai jamais lu, mais Claude Leroy, qui est le plus grand spécialiste de Sandrard, il me semble considérer l'œuvre un peu décevante là, par rapport à certaines autres œuvres plus marquantes de Sandrard. Parce que, écoutez, vous avez parlé justement, en faisant référence à Moravagine et à Céline d'expulsion. Ce qui m'a frappé, c'est que dans le domaine, qui n'est pas celui des études narratologiques, mais ça peut avoir son intérêt, en psychanalyse, on parle de pulsion d'emprise. C'est un terme qui appartient non seulement au vocabulaire psychanalytique, mais qui a fait l'objet de beaucoup de réflexions. Vous avez un psychanalyste qui a écrit à ce sujet, qui se nomme Roger Doré, pas Doré comme Ducharme, là, mais D-O-R-E-Y. Et René Major, qui associe la pulsion de l'emprise à une dimension qui serait celle de la cruauté. Donc je me dis, chez Ducharme, c'est intéressant, mais si l'on pense à la réflexion psychanalytique sur la pulsion d'emprise, on fait référence toujours en psychanalyse à la pulsion de mort et à quelque chose qui, dans le processus j'en vois un terme un peu compliqué, là, mais de désubjectivation vise à la destruction de l'autre. Alors, fantasmatique. Hein? On se contentera de tout ça pour l'instant. Donc, c'est énorme. Donc, parler de pulsion d'emprise, ou parler de poétique de l'emprise, ça me semble intéressant, mais ça me semble aller d'une certaine manière vers des narrations qui sont des narrations de destruction. Je dirais du langage de l'autre et même de la vie de l'autre, hein, c'est-à-dire du souffle ou de la dimension qu'on pourrait définir, ici un peu rapidement, psychosomatique qui est présente. Donc quand vous parlez d'expulsion, effectivement, on serait dans une dynamique qui est celle de pulsion d'emprise, au sens où l'expulsion comme mécanisme de défense serait une tentative de projeter hors de soi et même d'éradiquer la présence de l'autre. Donc, c'est plus Bakhtin, hein? on est plutôt Beckett. Donc, je me disais, ou bien c'est un aspect que vous voulez traiter pour la suite des choses, ou bien c'est pas ça, et puis c'est très bien parce que votre exposé était passionnant, mais il me semble que l'expression poétique de l'emprise, dans son traitement, engage encore plus qu'une dimension soit d'ironie, ou de contextualisation, ou de ce que Bakhtin peut en dire de tout à fait juste. C'est une poétique de l'emprise, telle que moi je le comprends, ce serait quelque chose d'extrêmement violent et qui a trait à l'éradication même de la présence de l'autre. C'est intéressant ce que vous dites. Je ne connaissais pas le concept ou la notion de pulsion d'emprise. Oui. Je vais probablement... C'est en relation avec la notion de narcissisme, mais ce serait un narcissisme létal, ce qu'André Green appelait il y a longtemps le narcissisme de mort, c'est-à-dire finalement un rétrécissement de l'aire d'action du sujet, ou de ce qu'on appellerait aujourd'hui son agentivité. Donc, dans le fond, c'est un point de vue intéressant, psychanalytique, au sens où ça contredit toute idée d'autonomie, d'action narrative, je dirais d'émancipation du sujet. C'est un discours qui est associé à ce qu'on théorise en psychanalyse par le biais de la pulsion de mort. Donc, une sorte de rétrécissement existentiel de l'être ou encore je dirais, d'inertie
qui serait à l'œuvre dans certaines, on pourrait dire d'inertie qui serait à l'œuvre dans certaines narrations. C'est intéressant, vous savez, moi je suis assez fasciné par la question. Chez Ducharme, il y a énormément de morts. Quand on y pense, il y a beaucoup d'œuvres qui se terminent par la mort. C'est 4 pièces de théâtre qui se terminent par la mort d'un ou de plusieurs personnages. C'est 2 films, voilà, les chats morts. C'est 2 films qui se terminent par la mort de personnages. La vallée des avalés de Nikiva qui se termine par la mort de personnages. Donc on peut continuer la... On peut lier avec la mort de Châteauguay. Mais c'est ça que je pense. Il prend tout le discours, Châteauguay, même après Tate, puis c'est la mort de Châteauguay. Oui, exact. C'est ça. Dans le Nikiva, il y a même tout un processus. Dans le fond, l'adolescence, c'est un peu un âge mitoyen entre l'enfance et l'âge adulte. Et, en tout cas, à mon avis, dans le Nikiva, il y a tout un processus où Mémile passe de ce qu'on pourrait appeler une idéologie de l'enfance, ou un discours de l'enfance, à un discours de l'âge adulte, alors que Châteauguay, elle, demeure dans la perspective de l'enfance. Et là, c'est cette distanciation progressive qui se traduit entre autres dans des termes, là, dans une dimension discursive, je dirais, au sens où j'en ai parlé aujourd'hui, qui est un des moteurs principaux du récit d'une équivoque. Dans le fond, le équivoque, qu'est-ce que c'est? C'est une équivoque sur le mot équivoque. Cette équivoque-là, c'est la distanciation progressive, à mon avis, du narrateur et de Châteauguay, qui va aller extrêmement loin, qui va amener le narrateur à être vraiment cruel envers Châteauguay, et pas la pousser au suicide, mais presque, parce que finalement, elle se suicide à la fin. Et Mélimile, le roman se termine, mais Mélimile dit quelque chose comme « La sotte, elle s'est suicidée, quelle femme stupide », quelque chose comme ça. C'est extrêmement, comme vous disiez tout à l'heure, c'est extrêmement cruel. C'est vraiment la destruction de l'autre, poussée jusqu'à son aboutissement le plus évident. Alors, on aurait le temps pour peut-être une ou deux questions avant de terminer. J'avais la main. Ah oui, pardon. Non, c'est pas... je trouve ça intéressant, ce qui s'est dit. Surtout par rapport à... Parce qu'on, je vois le mot Beckett évoque beaucoup de choses pour moi. Puis je pense par exemple à une chose que je remarque. Parce que là, on disait que l'impulsion d'emprise, c'est surtout repoussé, soit dans le cas de la théorie psychanalytique, soit dans le cas des romans du charme, repousser l'autre en tant que tel. Puis si je pense un peu, au fait, la comparaison qu'il y a eu avec Beckett, par exemple, où il y a des personnages qui passent une logorée complète dans tous ces récits, dans beaucoup de récits. Puis ça me fait penser à « Oh les beaux jours » où on peut voir que quand Wendy parle continuellement, puis même répète simplement tous les jours de sa vie sont des redites. Puis il me semble que plutôt que de... Puis ça repousse effectivement son mari pendant ce temps, il dit pas un mot. Sur scène, il me semble, il fait des grognements peut-être, mais il dit rien. Puis, mais il me semble que ce qui est intéressant, c'est que là-dedans, finalement, c'est Wendy qui est ensevelie. Je ne sais pas exactement ce qu'il y en est de l'autre, mais c'est sa propre mort, en fin de compte, qui est assez important, du moins. Puis je me demandais si c'était pas un peu ça que ça figure, l'emprise, au sens où tout à l'heure, c'était peut-être confus un peu mon commentaire, mais il me semble qu'il y a un renversement intéressant dans la poétique de l'emprise d'un point de vue marginal, qui serait de montrer que justement c'est l'objet d'une emprise. Puis il me semble que... En tout cas, il y a plusieurs éléments, je trouve, qui m'ont fait beaucoup réfléchir dans le tour de table. Par exemple, tu parlais tu faisais un parallèle avec le romanesque rabelaisien, qui est justement... puis ça aussi, c'est tout à fait lié à Bakhtin, le carnavalesque, qui est un renversement, exactement la même chose. On parlait
de fiabilité aussi. J'ai l'impression que si on peut remarquer qu'il y a un problème de fiabilité, il me semble que ça souligne un désespoir de dire. Parce que pourquoi dire un récit si on n'est pas même soit fiable, il y a quelque chose d'autre qui nous empêche de se dire. Puis, en tout cas, tout ça pour dire que je voulais savoir si c'est pas lié un peu, ou comment tu fais le lien entre le fait que te semblé dire, mes romans de chance sont un peu loin, là, te semblé dire que ça se terminait pour certains, ou ça se mettait en opposition avec une finale où finalement l'individu, l'enfant, pas l'individu, mais l'enfant devient adulte justement, puis entre dans toute cette idéologie de discours extérieur ou autoritaire qu'il a voulu plus ou moins combattre à travers son discours. Puis je me demandais si on peut pas voir justement que ça serait cette emprise-là, puis la pulsion d'emprise serait pas le résultat final serait pas la propre mort de l'enfant que ça souligne, puis que ce serait pas justement ça le constat plutôt peut-être pas pessimiste, mais pas morbide non plus. Peut-être morbide. Ces romans, ça finit jamais. C'est-à-dire que ça continue. Il y a un monde, mais c'est pas tragique. Disons, est-ce que le passage à l'âge adulte serait morbide, serait considéré comme quelque chose de morbide par renversement avec tout le processus de l'emprise qu'est l'enfance? Je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que si, je dirais que l'emprise des narrateurs répond à une autre emprise qui est, elle, beaucoup plus générale et beaucoup plus diffuse, je dirais, qui se généralise à mesure que les enfants grandissent aussi, raison pour laquelle, finalement, ils vont perdre le contrôle de la situation et, dans le fond, réaliser leur échec à la fin des romans, au sens où, par exemple, quand les enfants sont très jeunes, si on prend Bérénice au début de La Vallée des Avalées, par exemple, le discours, dans le fond, l'emprise à laquelle elle oppose sa propre emprise, c'est beaucoup celle de ses parents, celle de la religion juive. Puis au fur et à mesure qu'elle grandit, ça devient, bon, par exemple, l'emprise qui n'est pas seulement socio-idéologique, mais qui serait aussi biologique ou physiologique avec l'apparition de caractères sexués à la puberté, donc on pourrait dire qu'à la base est quelque chose qui provient du corporel, mais qui se traduit dans le roman par l'émergence de toute une série de discours organisés autour de la sexualité. Elle se met à lire à ce moment-là des romans, des polars américains où il y a des éléments associés à la sexualité. Bon, il y a le sexologue qui fait la conférence sur la sexualité à l'école. Il y a la rencontre de Dick Dunn, qui est un personnage qui est presque un personnage emblématique de la sexualité masculine, parce que à la fois son prénom et son nom renvoient en anglais au sexe masculin, Dick et Dunn. Puis donc, finalement, il y a tous ces discours-là, bon, avec l'arrivée en Israël, le discours militaire. Donc, il y a tranquillement une espèce d'épaississement de l'hétérologie qui est finalement une espèce de poids ou d'emprise qui pèse de plus en plus lourd sur les narrateurs, ou de plus en plus lourdement sur les narrateurs, et qui finalement va avoir en quelque sorte raison d'eux. Et à mon avis, c'est disons, cette emprise-là à laquelle elle répond, l'emprise narrative, c'est elle qui va être la gagnante. Et c'est ce qui illustre en partie la trilogie des romans de l'enfance, en tout cas les 3 premiers romans de Ducharme, oui, tout à fait. Puis, sinon, ouais, je crois que c'est ça. J'essayais de me rappeler ce que tu avais dit. J'ai essayé de faire un tout, c'est plus ou moins ça que j'essayais en tout cas. Oui, c'est ça, c'est une dimension dont je traite beaucoup, de la dégradation de cette politique narrative de l'emprise-là. Je traite beaucoup de ça dans mon mémoire, presque plus de l'emprise en elle-même. Mais ce soir, comme je l'ai dit un peu au début de mon exposé, étant donné le thème du radical, je voulais vraiment mettre l'accent sur la tyrannie narrative et non son occultation progressive là, au fil des histoires, des romans. Donc, mais c'est sûr que c'est une dimension que je considère incontournable là, des romans du Ducharme.
Eh bien, merci beaucoup. Merci. Julien Bernard, vraiment. Merci.